Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime Zecchini. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous avais reçu il y a un certain nombre d'années. Vous étiez au tout début non pas d'une intégrale, d'une anthologie de musique pour piano La Main Gauche. Donc là on arrive au terme d'un premier itinéraire puisque le 10e volume vient de paraître, consacré à Franz Schmidt, et ils ont été réunis tous ces volumes dans un coffret, donc c'est un riche panorama de la littérature pour piano à la main gauche. On va commencer par la fin parce que ces deux quintettes de Franz Schmidt, il y en a un pour piano, clarinette et cordes et l'autre pour piano et cordes, sont deux splendeurs des années 30. Alors comment vous avez découvert ces musiques ? Alors en fait, je suis allé faire une tournée en Chine et à la fin du concert, un monsieur est venu me voir et c'était un éditeur de partitions qui avait retrouvé les originaux de Franz Schmidt, et donc il les avait lui-même édités. Et donc, il m'a donné les partitions qui sont donc extrêmement difficiles et rares à trouver. C'est un éditeur autrichien, voilà, donc on peut les trouver via une maison d'édition autrichienne. Et donc, je me suis lancé dans ce travail qui est vraiment très important parce que les quintettes sont très longs en durée. Et voilà, qui demande vraiment un pianisme particulier parce que Franz Schmidt était violoncelliste et du coup pianistiquement on n'est pas toujours très confortable, mais voilà, c'est un travail palpitant parce que les œuvres sont très belles musicalement. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme beaucoup d'œuvres concertantes ou chambristes pour piano, pour la main gauche du piano, excusez-moi, j'hésite parce que c'est un contexte à chaque fois particulier, c'est des commandes de Paul Wittgenstein, donc qui avait perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale, donc à l'inverse d'autres partitions qu'il a refusé de jouer, on va en parler parce qu'elle lui paraissait peut-être soit incompréhensible musicalement, soit trop difficile techniquement, ces œuvres de Franz Schmidt trouvaient grâce à ses yeux. Et oui, parce que y a un côté très romantique dans ces pièces avec vraiment des mélodies très belles, très développées, et c'était le style que recherchait Wittgenstein quand il passait commande aux compositeurs de son temps. Et donc voilà, on n'a pas encore basculé dans un côté trop moderne pour Wittgenstein, donc ils ont tout à fait trouvé grâce à ses yeux. Oui, parce qu'il a même arrangé, je crois, le concerto pour la main gauche de Ravel. En fait, il enlevait des notes, il modifiait des phrases musicales, alors il soumettait ça à Ravel qui n'était pas du tout d'accord, donc du coup il s'échangeait des lettres, il s'insultait, voilà, ça n'a pas très bien terminé leur histoire, mais voilà, quelques années après, quand même, Wittgenstein a reconnu que le concerto était parfait comme il était, mais avant ça, il y a eu des années de brouille et de disputes et d'incompréhension par rapport à la modernité de la partition. Alors ce concerto pour la main gauche, qui est quand même sur le répertoire le plus universellement connu pour la main gauche, ce concerto pour la main gauche de Ravel, vous en donnez deux versions. La version avec orchestre, qui est dans un des volumes de votre anthologie, et une version que vous avez arrangée. Ça ne vous suffisait pas, que ce soit la difficulté de la main gauche, vous avez en plus choisi de jouer la partie orchestrale en plus à la main gauche. Alors en fait, je trouvais que c'était évidemment l'œuvre la plus emblématique de ce répertoire. Et comme c'est un répertoire que je suis heureux de faire connaître, voilà, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir proposer la pièce la plus emblématique en version de concert, en version solo. Surtout que la version avec orchestre demande 63 musiciens, donc c'est vraiment une grosse production. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que Léopold Godowsky, un pianiste romantique du 19e siècle, avait réussi à faire toutes les transcriptions des études de Chopin. Vous en jouez d'ailleurs. Voilà, j'en joue quelques-unes. Eh bien, je me suis dit que tout était possible. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce travail. C'est grâce à Godowsky qui m'a donné l'idée et le courage de me dire que c'était faisable. D'ailleurs, il y a un DVD qui accompagne cette anthologie, on vous voit le jouer, donc il n'y a pas de trucage, on vous voit Maxime Zecchini jouer cette œuvre avec aussi une œuvre de Scriabine qui est sublime, ce sont des œuvres qui sont sur les CD, mais là on vous voit filmer, et c'est une belle idée, parce que quand on vous entend, non pas qu'on mette en doute le fait que vous jouiez tout uniquement avec la main gauche, mais on se dit, mais comment c'est possible ? Alors je me suis dit que c'était une bonne idée de rajouter un DVD à cette anthologie
auditive, voilà, pour montrer que c'était un répertoire aussi qui se regardait, voilà, qui n'était pas seulement à écouter, parce qu'évidemment la manière de jouer du piano, d'appréhender le clavier est différente. Voilà, ça demande une énergie toute particulière, des appuis de corps tout particuliers. Et voilà, j'ai pensé que c'était une bonne idée de montrer aussi ce que c'était qu'un jeu à la main gauche seule. Comment c'est venu cette idée d'anthologie, Maxime Zecchini ? En fait, j'ai travaillé le concerto de Ravel, voilà, comme beaucoup de mes collègues, et j'ai trouvé ça très astucieux, très créatif, parce que si l'auditeur ferme les yeux, il a vraiment l'impression que les deux mains jouent. Et du coup, j'ai eu la curiosité de regarder sur Internet quelle était l'étendue de ce répertoire. Et je me suis aperçu qu'il y avait pratiquement 1000 œuvres qui avaient été écrites pour une seule main. Écrite par les plus grands compositeurs des siècles précédents. Déjà, il y a la chaconne de Bach par Brahms. Il y a du Bartók, du Saint-Saëns, du Scriabine, du Liszt. Voilà. Juste une parenthèse par Liszt. Vous le dites parce que vous jouez son œuvre. Il n'y a qu'une seule œuvre pour la main gauche. On serait attendu à plus de la part d'un tel virtuose. Non, alors oui, il a fait juste une œuvre pour la main gauche qui est très belle, qui était pour une de ses élèves. Et voilà, peut-être ça donne encore plus de poids à cette œuvre, de se dire qu'il n'y en a qu'une seule écrite par Liszt. Donc elle était vraiment indispensable sur l'anthologie. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait énormément de littérature et très peu d'enregistrements, dont certaines n'avaient même jamais été enregistrées. Et c'est pour ça que je me suis lancé ce défi, ce challenge, de mettre en lumière ce répertoire, parce que il est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et au-delà de ça, je trouve que derrière chaque œuvre, il y a une anecdote, une histoire humaine, un message humain de détermination, de courage, qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était une musique qui était aussi accompagnée de sentiments forts et de connexion avec l'histoire des pianistes, l'histoire avec un grand H, puisque par exemple de la Première Guerre mondiale a découlé beaucoup d'œuvres. Donc c'est un dépassement de soi que j'ai trouvé intéressant à travers cette littérature que j'ai voulu mettre en lumière. D'ailleurs, alors, vous parlez de la Première Guerre mondiale, ce concerto pour la main gauche, vous l'interprétez sur un disque aux côtés du concerto pour la main gauche de Prokofiev, qui lui aussi était une commande de Wittgenstein, de même que l'œuvre de Britten. Et alors, par contre, ce concerto de Prokofiev, ça lui a pas du tout plu à Wittgenstein. Alors, ça lui a pas du tout plu, il a trouvé ça trop moderne. C'est quand même incroyable, juste qu'il ait commandé de tels chefs-d'œuvre et que ça lui ait pas plu. Je crois qu'il était très capricieux, hein, il n'était pas un homme facile, riche et capricieux. Et je sais que Prokofiev en a été très vexé. On a été très déçus et du coup il a même commencé à faire une version à deux mains de ce concerto pour du coup pouvoir le proposer à d'autres pianistes, que ce soit plus passe-partout, on va dire, plus traditionnel comme écriture. Et finalement il a commencé et il s'est dit qu'il était très bien comme il était pour main gauche, il avait été vraiment créé avec cet esprit et donc il ne l'a pas touché, mais il a été beaucoup blessé par le refus de Wittgenstein de ne pas l'interpréter. C'est un immense chef-d'œuvre ce quatrième concerto de Prokofiev. D'ailleurs il mériterait d'être au même rang que le concerto de Ravel. Il est très original. Il est très virtuose, très poétique également. Les mouvements centraux sont vraiment superbes. Et donc, il mériterait d'avoir une place vraiment de choix. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de l'avoir enregistré pour aussi le faire connaître davantage. Maxime Zecchini, donc cette anthologie de 10 disques, ces 10 disques sont extrêmement différents les uns des autres. Encore une fois, c'est pas l'intégralité, c'est vraiment... Vous avez choisi la quintessence. On attend quand même des œuvres parce que dans les textes qui accompagnent ces disques, qui sont toujours passionnants, on évoque d'autres œuvres commandées par Wittgenstein. On aimerait bien que vous nous les fassiez connaître, Maxime Zecchini. Notamment, il y a une œuvre de Tansmann pour piano et orchestre. Alors voilà, l'idée c'était de faire à travers ces 10 disques un kaléidoscope de tout ce qu'on pouvait faire avec la main gauche, de dire que la main gauche n'avait pas de limite, puisque dans cette anthologie, il y a les œuvres pour piano solo de l'époque romantique, mais aussi des œuvres contemporaines, des musiques de films, de la musique de chambre, voilà. Donc c'est vraiment pour montrer tout ce qu'on peut faire. Après, l'idée c'était de partir sur, comme vous dites, la qualité avant tout, d'enregistrer vraiment ce qu'il y a de meilleur dans ce répertoire. Évidemment que dans tout ça, il y a eu quelques oublis, c'est sûr. Je pense notamment à la sonate de Reinecke pour main gauche seule que j'ai à mon répertoire, mais qui ne figure pas sur les disques et qui est vraiment aussi une merveille.
Cette pièce de Tancement dont vous parlez, qui est également très belle. Voilà, on va dire Bon, qu'il y a eu quelques oublis sur le chemin. Pas des oublis, vous ne pouviez pas tout peut-être couvrir, mais on attend une suite. Il faut dire que par exemple dans les quintettes de Franz Schmidt, vous êtes aux côtés de merveilleux musiciens. Il y a Patrick Messina à la clarinette, et puis il y a ce quatuor Ellipse qui sont des membres de l'Orchestre national de France. D'ailleurs, dans lequel fait partie Lyodo Kaneko, qui aussi prend des photos. Ça lui suffit pas d'être un talentueux violoniste. Exactement. Non, je dois dire qu'aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes qui m'accompagnent sur cette anthologie, que ce soit l'Orchestre du Cap pour les concertos ou les membres de l'Orchestre de France, Patrick Messina, voilà, c'est vraiment un super casting 4 étoiles que j'ai eu beaucoup de chance de jouer. Avec qui j'ai eu beaucoup de chance de jouer. Alors, dans cette anthologie, il y a des disques entièrement dévolus à Wittgenstein, donc il y a ses concertos. Il y a un disque avec des transcriptions uniquement de Wittgenstein. Et puis, il y a des transcriptions de compositeurs, notamment un nommé Simiro ou d'autres dont j'ignorais l'existence, qui sont de très très belles transcriptions. Ouais. Comment vous les avez trouvées? Parce que ça ne doit pas se trouver au hasard des coins de rue. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines, ce sont des rencontres d'après-concert où des musiciens me parlent de transcriptions qu'ils connaissent et qui me font découvrir. Certaines fois aussi, je reçois des mails avec par exemple, c'est le cas de Chimiro, qui est un pianiste brésilien qui a fait beaucoup de transcriptions pour main gauche et qui a eu vent de mon projet. Donc, il m'a soumis ces transcriptions par mail. On ne s'est jamais rencontrés, mais on a échangé beaucoup et ce sont de magnifiques transcriptions. La Danse macabre ou la 7e symphonie de Beethoven. Et donc ce sont des rencontres soit d'après-concert, soit par Internet qui m'ont permis de découvrir toutes ces pièces. On en parlait hors micro, Maxime Zecchini. Il y a tout ce répertoire pour la main gauche. Il n'y a quasiment rien que pour la main droite pour des raisons morphologiques en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'avec la main gauche, je peux timbrer la mélodie avec les doigts forts de la main, le pouce et le deuxième doigt, alors que si je devais faire la même chose avec la main droite, je devrais timbrer avec le 4e et le 5e doigt, ce qui serait très inconfortable. Et donc, c'est la raison pour laquelle les compositeurs ne se sont pas du tout intéressés au jeu pour main droite seule. C'est parce que la morphologie de la main ne s'y prête pas du tout. Ah oui, c'est intéressant comme réflexion. Si Wittgenstein... il vaut mieux se blesser la main droite, sans hésitation. Il ne faut pas se blesser du tout, mais c'est vrai que ça a inspiré un répertoire d'une telle richesse. Et puis dans tous ces disques, cette anthologie, il y a aussi un disque d'œuvres contemporaines qui débute par Oana, il y a Nicolas Bacri, il y a d'autres compositeurs. Ça aussi, ça permettait d'avoir une étendue de l'importance actuelle de ce répertoire. Ouais, et c'est d'autant plus créatif que tous ces compositeurs sont allés encore plus loin. Je pense par exemple à Alain Louvier, son étude pour agresseur, où là, il se sert des poings, du coude, de la paume de la main. C'est vraiment très intéressant de voir que vraiment le jeu pour main gauche est infini. Alors, cette anthologie a été réalisée pour le label Ad Vitam, qui produit toujours des disques, des projets très intéressants. Il y a des projets beaucoup autour de la guitare aussi. Et là, donc ce projet qui vous accompagne depuis, je sais pas, une dizaine d'années, Maxime Zecchini. Presque 15 maintenant. C'est quand même bien de trouver un éditeur comme ça qui vous laisse comme ça alors, je dois dire s'aventurer là-dedans. Ouais, alors Ad Vitam, ils sont vraiment formidables parce qu'en fait, ils ont le goût du risque, ils ont le goût du challenge, ils ont le goût de l'originalité. Et c'est vrai que ça a été formidable pour moi par rapport à ce que je proposais, parce qu'ils ont tout de suite adhéré, de par l'unicité du projet. Et puis, c'est vraiment une rencontre pour moi qui a été déterminante. Et je dois dire qu'ils m'ont accompagné vraiment de manière formidable toutes ces années, de par leur goût de l'aventure. Alors quand vous donnez des concerts, en général, on vous propose une partie main gauche et une partie les deux mains, Maxime Zecchini? Alors ça dépend, parfois c'est que main gauche seule tout le concert, parfois une première partie main gauche, deuxième partie les deux mains, et parfois en alternance, une œuvre pour main gauche, une œuvre pour deux mains. Il vous arrive de donner dans un même concert une œuvre, par exemple une étude de Chopin telle que Chopin l'a écrite, et puis de la donner transcrite par Godowski Ça m'est arrivé plusieurs fois de proposer, pour que le public voit la différence, voit la différente texture sonore que peut proposer la main gauche par rapport au jeu à deux mains.
Et c'est amusant de voir pour le public les différences, voilà, le spectre sonore qui est différent. Et en même temps, voilà, ça permet de tout de suite voir le côté très créatif et toutes les astuces qu'ont su trouver le compositeur pour faire sonner le piano comme si les deux mains jouaient. Et ce travail de la main gauche, en fait, quand vous avez une idée de cette anthologie, enfin au départ quand vous avez enregistré le premier volume, est-ce que vous voyez déjà tout l'avenir ou alors vous vous êtes lancé là-dedans et puis c'est après que... Alors en fait, dès le début, j'ai eu l'idée quand même avec le label, on a tout de suite eu l'idée de proposer une anthologie, voilà, un travail au long cours. On savait pas tout de suite combien on mettrait de volumes, ça c'est venu quelques années après, mais l'idée c'était quand même de proposer un travail, voilà, qui présentait vraiment un panel de tout ce qu'on pouvait faire. Alors il y a un autre disque qui est consacré à 2 immenses chefs-d'œuvre de la littérature. Pour main gauche, alors là vous êtes aussi aux côtés de Lyodo Kaneko, Young Eun-ko, alors qui n'est pas dans le quatuor Ellipse, et Marlène Rivière, et puis il y a le Capriccio pour main gauche et 7 instruments avant avec un septuor avant, et puis de Leos Janáček, et puis il y a cette suite pour 2 violons, violoncelle et piano main gauche de Korngold. Alors ça c'est 2 grands chefs-d'œuvre aussi. Alors c'est 2 grands chefs-d'œuvre, c'est intéressant parce que le Korngold est dédicacé à Wittgenstein, mais le Janáček est dédicacé à Otaman, qui est un autre pianiste tchèque, qui lui, voilà, c'était un violoniste, et alors il a pris une balle dans la main droite, et ce qui fait qu'il a dû apprendre un nouvel instrument. Il s'est carrément lancé dans le piano vraiment sur le tard, et du coup il a commandé cette œuvre à Janáček, et voilà, une très belle pièce aussi, avec une formation très originale, puisque c'est un septuor avant, c'est vraiment nouveau comme sonorité et comme ambiance, et donc c'était intéressant de mettre ces 2 grandes œuvres de musique de chambre dédicacées à 2 musiciens différents sur le même disque. Avec le Korngold, c'est une œuvre monumentale aussi. Ouais, en fait, je crois que c'est à cette époque, on composait des œuvres vraiment de musique de chambre qui étaient vraiment des pavés un peu qui duraient 40-45 minutes. Je crois que c'était l'époque qui voulait ça, des formes longues, qui aimaient, les compositeurs aimaient vraiment enchaîner 5-6 mouvements lors d'une même œuvre. C'était impressionnant comme travail. Alors quand on écoute les quintettes de Franz Schmidt, donc celui avec clarinette et puis celui uniquement avec cordes, l'écriture est quand même très très différente. On a l'impression, là quand on écoute, quand on vous voit pas jouer Maxime Zekhini, on sent bien qu'il n'y a que la main gauche. À l'inverse d'autres œuvres où on se dit, si on ne savait pas que c'est uniquement pour la main gauche, on imaginerait que vous jouez avec les 2 mains. Mais là, le Franz Schmidt, on sent vraiment que c'est peut-être aussi pour ça que Wittgenstein les a adoptés plus facilement. Alors, ce Franz Schmidt, ces 2 quintettes, je pense que le fait que Franz Schmidt n'était pas pianiste, ça fait la différence dans le jeu au piano qu'il utilise, et c'est un pianisme différent, et on sent que c'est un violoncelliste qui écrit pour le piano, et donc il y a des réflexes pianistiques, des tournures pianistiques qui sont différentes des autres compositeurs que je peux interpréter dans l'anthologie, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une couleur différente au piano, une utilisation vraiment différente. Alors il y a beaucoup de transcriptions aussi pour la main gauche, vous parliez de la 7e de Beethoven, il y a aussi des œuvres de Saint-Saëns, enfin, il y a beaucoup d'œuvres. Alors Saint-Saëns, il y a des œuvres originelles pour la main gauche. Ces 6 études, c'est tout à fait. Ça, vous les jouiez au tout début de cette anthologie. Ça aussi, ce sont des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est formidable. C'est monstrueux à jouer ça, non ? Alors, c'est difficile parce qu'on est très à nu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pédales. Et puis, c'est un petit peu dans un style très classique, comme savait faire Saint-Saëns. Et du coup, vraiment, la moindre fausse note, la moindre petite hésitation, le moindre petit faux accent ressort beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très délicat, je dirais, à jouer. Et alors vous vous contraignez à jouer avec la main droite aussi pour pas perdre aussi l'agilité de la main droite quand vous êtes chez vous, Maxime Zekhini? Alors justement, comme dans les récitals, on me demande souvent d'alterner quand même. Je continue de travailler bien sûr des 2 mains. Et donc voilà, ma main droite est quand même bien sollicitée avec tout le reste de mon répertoire. Et alors je vous ai jamais entendu dans le répertoire pour les 2 mains. C'est quoi votre répertoire de chevet pour les 2 mains, Maxime Zekhini? Alors on va dire que j'aime beaucoup la musique romantique et moderne. Voilà, on va dire que je fais beaucoup de musique romantique. Et voilà, c'est ce que je préfère. Cette chaconne de Bach que vous jouez dans la version de Brahms, vous la jouez aussi dans la version de Busoni à 2 mains? Non, je l'ai laissé dans la version de Brahms parce que je trouve que c'est très fidèle à l'original et je la préfère beaucoup.
D'ailleurs, Brahms l'a pas écrite pour un pianiste qui aurait perdu l'usage de sa main droite. Il l'a écrite vraiment pour la main gauche parce que je crois qu'il pressentait que c'était un meilleur reflet de l'écriture violonistique. Ouais, il voulait qu'en fait le pianiste ressente la difficulté qu'avait le violoniste à chercher les intervalles, à goûter vraiment chaque écart entre chaque note. Et il s'est dit que c'était une meilleure idée de la proposer pour main gauche seule pour que le pianiste ressente un jeu violonistique. Quelles ont été vos grandes découvertes tout au long de cette anthologie, des œuvres qui sont devenues des œuvres de chevet? Alors je dois dire qu'il y a une étude de Blumenfeld. Oui, alors ça c'est un des plus grands chefs-d'œuvre aussi de cette anthologie. Il y a certains de vos confrères qui la jouent cette étude. Exactement, mais je trouve... Léon Fleischer la jouait, mais Nelson Görner la joue aussi. Mais je trouve encore trop peu, parce que vraiment elle mériterait d'être au répertoire pianistique vraiment... c'est une merveille. De tout à chacun, parce qu'elle est vraiment absolument incroyable, et dans l'écriture, et dans la sonorité, dans la beauté de la mélodie, dans la délicatesse. Donc il y a cette œuvre vraiment qui m'a beaucoup plu. Il y a une œuvre aussi assez incroyable, c'est l'étude de Bartók, qui ressemble beaucoup à du Rachmaninov, et c'est vrai que c'était une curiosité. Parce oui, que c'est inattendu. C'est très inattendu. Si on ne sait pas qui a écrit cette œuvre... c'est impossible de savoir que c'est Bartók, vraiment. Ouais, très romantique, très dans le style de Rachmaninov. Enfin, c'était vraiment une découverte vraiment très surprenante et intéressante, et très agréable à jouer en concert, très belle pour le public, vraiment. Aussi un autre chef-d'œuvre. Et il y a aussi une pièce de Liszt qui est très sympa. Oui, on en parlait, cette rareté, cette seule œuvre de Liszt pour la main gauche. Voilà, et donc cette unicité la rend encore plus attachante, on va dire, de la part. Ça, j'avais jamais entendu avant de l'écouter sous vos doigts, Maxime Zekhini. Donc ça s'appelle Le Dieu des Hongrois. Mais oui, mais pourtant, Liszt, c'est quand même pas un compositeur peu connu. Ouais. Comment ça se fait que ce soit si peu enregistré? Eh bien, une curiosité à trouver dans l'anthologie. Et une œuvre qui est vraiment intéressante à faire connaître. Et c'est vraiment la preuve que malgré les années qui sont passées, les siècles qui sont passés, il y a vraiment des pépites qui sont restées dans les tiroirs, et qu'il y a encore des choses à découvrir dans le répertoire pianistique, et je trouve ça formidable pour d'autres projets même de se dire que dans certains endroits de la planète, et bien dans certains tiroirs, il y a encore des chefs-d'œuvre à découvrir au piano. Alors là, on parle de répertoire contemporain ou romantique. Quand il s'agit de la chaconne de Bach, elle est transcrite par Brahms. Mais on n'a pas d'œuvre antérieure au 19e siècle qui aurait été écrite, par exemple, pour le... Vous avez pu trouver des œuvres écrites pour le clavecin ou le piano forte? Alors non, il n'y en a pas. Ça a vraiment commencé avec l'époque romantique. En fait, le début du répertoire pour la main gauche est né avec le concept des concerts de salon, où le public était essentiellement féminin, et les pianistes de l'époque, virtuoses, étaient très heureux de proposer au public féminin des transcriptions d'opéra ou de symphonies qu'ils réduisaient pour 5 doigts, et en disant mesdames, mesdemoiselles, je vais vous impressionner en vous interprétant une pièce qui normalement est jouée pour un très grand orchestre. Eh bien moi, je suis capable de la jouer avec seulement une main. Et bien, c'était d'abord dans le goût du challenge, du défi, et d'impressionner l'auditoire. Et donc tout ça a commencé avec le siècle des romantiques. Alors on a parlé d'œuvres comme cette étude de Blumenfeld spécialement écrite pour la main gauche, ou l'œuvre de Liszt. Il y a aussi un disque passionnant avec une sonatine de Dino Lipaty pour la main gauche. Ça aussi, c'est une trouvaille. Tout à fait, ça c'est aussi une trouvaille. Il s'est intéressé à ce répertoire, dans l'idée de faire sonner le piano comme si les deux mains jouaient. Et donc il a fait cette sonate en 3 mouvements, qui est très belle, et aussi très très peu interprétée, que je suis très content de faire connaître. C'est étonnant parce que Dino Lipaty, compositeur, on connaît un concerto pour piano. Enfin, c'est pas un compositeur, c'est un excellent compositeur, mais il n'a pas la notoriété de ce qui fut le pianiste. C'est étonnant qu'il ait composé une œuvre pour la main gauche comme ça. Mais je pense qu'il a vraiment eu la curiosité de proposer quelque chose de différent, de nouveau. Peut-être se pressentant un compositeur qui n'avait pas quelque chose à apporter de particulier à son époque. Il a préféré proposer quelque chose d'original, parce que je trouve ça vraiment une formidable idée. Donc ça fait plus de 10 ans, Maxime Zekhini, que vous portez ce répertoire d'une main. Ouais, exactement. Et il n'y a jamais de lassitude, jamais de jalousie de l'autre. Non, pas du tout.
Je suis très heureux de le faire découvrir. On est 3 ou 4 pianistes dans le monde à jouer ces œuvres de cette manière-là. Voilà, et je suis même le seul à l'enregistrer au disque, ce qui me procure vraiment un sentiment très agréable. Vous nous révélez tout un pan du répertoire. Ouais, voilà, parce que je me sens ambassadeur d'une manière de jouer du piano, on va dire. Et je suis toujours très heureux de faire découvrir au public voilà, des choses nouvelles, des nouvelles pièces, de nouvelles histoires musicales. Et c'est pour moi vraiment très, très agréable. C'est impressionnant d'ailleurs quand on va à un concert, quand on voit un pianiste jouer uniquement de la main gauche. Bon, déjà à deux mains, c'est impressionnant, mais de la main gauche, c'est très frappant. Ouais, les gens doivent vous faire des remarques. Alors je pense qu'au début, il y a une petite période d'adaptation de la part du public. Voilà, il y a un moment de surprise qui doit durer à peu près 10 minutes, c'est à peu près ce qu'on me dit, après les concerts. Et puis en fait, après on s'habitue et puis on fait plus attention au bout d'un moment. Et je comprends très bien ce concept de plus faire attention, puisque moi souvent on me demande s'il y a une différence quand je joue à deux mains ou s'il y a une différence quand je joue seulement main gauche seule. Et en fait, avec le temps, avec les années, mon cerveau, je pense, a mis en place tout un système de compensation, ce qui fait que quand je joue d'une seule main ou des deux mains, je ne ressens plus vraiment la différence de manière corporelle. Et je pense que visuellement, c'est la même chose pour le public. Il y a un temps d'adaptation et après, au bout de quelques minutes, voilà, le cerveau, l'œil s'habitue et voilà, c'est une expérience nouvelle pour le public. Vous n'avez pas seulement transcrit le concerto pour la main gauche de Ravel, vous l'avez fait aussi avec un mouvement du 4e concerto de Saint-Saëns. Ouais. C'est quoi, c'est une œuvre que vous aimez particulièrement? Ouais, j'adore particulièrement cette œuvre. Je trouve qu'elle s'y prêtait. Et voilà, c'était aussi pour m'attaquer à un autre concerto, voilà, pour montrer qu'il y avait pas. Enfin, c'est déjà une œuvre monstrueuse déjà pour les deux mains. Vous l'adaptez à la main gauche et en plus vous faites la partie de l'orchestre. J'ai le goût du défi. Oui, le goût du défi, mais en même temps, je lisais récemment un texte de vos confrères qui parlait de virtuosité au sens vertueux du terme. Il y a quelque chose d'assez fascinant sur la virtuosité. C'est pas seulement une démonstration technique. On a une fascination pour la virtuosité, mais pas uniquement parce que ce serait du cirque. C'est aussi parce que musicalement, ça rejoint une certaine idée. Alors, chez vous, quand vous jouez avec la main gauche comme ça, des œuvres aussi difficiles, il y a une sorte d'excitation aussi. Alors c'est comme pour le disque de musique de film. Vous voyez, je réduis pour main gauche seule toute une partie d'orchestre. Je trouve que c'est très intéressant comme travail parce que du coup, on s'attache vraiment à la colonne vertébrale du morceau et du coup, je trouve que l'auditeur, il est plus proche du morceau puisqu'il a une version qui est plus réduite vraiment à sa colonne vertébrale et du coup, on entend mieux presque les harmonies, les passages d'accords, les petits détails, que quand c'est noyé un petit peu dans le jeu à deux mains, avec la pédale, voilà. Du coup, on fait moins attention. Et là, je trouve que ces versions réduites à main gauche seule permettent voilà, d'affiner vraiment l'écoute et l'oreille dans le moindre petit détail harmonique et mélodique du morceau. Oui, vous parlez de musique de film, puisqu'il y a le volume 7, je crois. Volume 9. Pardon, excusez-moi, Maxime Zecchini, qui est consacré des œuvres de musique de film, c'est-à-dire principalement John Williams. C'est quoi, c'est une passion, John Williams? J'adore bien sûr John Williams, Michel Legrand, voilà, comme beaucoup de mes confrères. Et c'est vrai que voilà, je trouvais ça intéressant parce que quand on écoute du John Williams, on entend tout l'orchestre, le côté hollywoodien, le côté très chargé, un petit peu lourd bien sûr, mais à bon escient de l'orchestre. Et ces versions pour main gauche seule, en fait, font comme si j'en faisais une version de musique de chambre. Voilà, on est plus proche de l'œuvre, on est plus à l'intérieur d'elle. Plutôt qu'une écoute extérieure et très grandiloquente qu'on peut avoir quand on écoute tout l'orchestre. On parlait tout à l'heure de Scriabine qui se trouve dans le DVD qui accompagne cette anthologie. Ce prélude et nocturne opus 9 que vous interprétez, c'est vraiment une œuvre sublime, Maxime Zecchini. Oui, alors en plus... C'est une œuvre que certains de vos confrères jouent. Tout à fait. Et en plus, elle a une histoire formidable. C'est que Scriabine s'était fait une tendinite à la main droite. Il était allé voir les médecins qui lui avaient dit qu'il ne pourrait plus rejouer des deux mains. Dans sa tristesse, dans sa peine, il a composé cette pièce. Finalement, quelques mois après, il a pu recouvrer l'usage de sa main droite. Il est parti en tournée aux États-Unis et il s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de jouer cette pièce qu'il avait composée pendant cette période de difficulté. Il l'a jouée et ça a été un immense triomphe. Vraiment, sa tournée s'est rallongée. Vraiment, les dates se sont multipliées parce que tout le monde voulait écouter cette pièce. Qui était très romantique, très belle, et pour laquelle Scriabine a reçu le nom de Chopin gaucher.
En même temps, hormis les 3 concertos, enfin l'œuvre de Britten, c'est pas vraiment un concerto, une œuvre concertante de Britten qui est sublime aussi, commandée par Wittgenstein, que vous interprétez. C'est pas facile non plus de construire un programme de concert avec ces œuvres, parce que la plupart sont des œuvres brèves. Il n'y a pas une grande sonate beethovenienne ou schubertienne pour la main gauche. Donc ça doit être compliqué de construire un programme avec ces œuvres. En fait, ça va être un programme un peu différent parce que des programmes traditionnels, ce sera plus des programmes un peu voyage à travers les époques, les styles, le temps, parce que les morceaux seront plus courts et ça permettra de montrer aux auditeurs plusieurs styles, plusieurs compositeurs. C'est intéressant, je trouve aussi sous cet angle-là, pour un auditeur d'écouter plein de styles différents, plein de compositeurs différents. C'est vrai qu'il n'y aura pas, par exemple, une grande sonate de Schubert qui va faire une deuxième partie de concert qui dure 45 minutes. Il y aura plutôt 5 ou 6 pièces d'époque et de styles différents. Et je crois que le public aime bien ça aussi, finalement. Alors, donc 10 volumes qui sont parus pour le label Ad Vitam, une anthologie d'œuvres pour la main gauche au piano, Maxime Zecchini. Quand vous jetez un regard rétrospectif sur le volume 1, vous les avez réécoutés, ces premiers volumes? Souvent, les artistes n'aiment pas écouter leurs disques. Non, alors moi aussi, c'est vrai que j'aime pas trop, parce que je me dis que j'aurais pu faire plus comme ça, plus comme ci. Bon, mais surtout que vous avez tellement évolué durant ces années. C'est sûr. Je me dis que parfois, c'est souvent des histoires de tempo. Je me dis là, ça aurait dû être un peu plus vite, un peu plus lent. Voilà. C'est plutôt beaucoup des choses comme ça. Donc, j'écoute pas régulièrement, trop souvent. Mais non, ce que je me dis, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup de travail, bien sûr. Mais j'ai pas ressenti la pénibilité, parce que j'ai toujours été excité à travers chaque volume de proposer des programmes très différents. Des programmes très différents, des styles très différents. Et à chaque volume, j'ai découvert des œuvres différentes. Donc, à chaque fois, j'ai été émerveillé par de nouvelles rencontres musicales. C'est ce qui m'a permis vraiment d'aller au bout du projet, toujours de manière fraîche. Alors quand on parle de pianistes liés à la main gauche, alors vous c'est un choix, et puis il y a des pianistes comme Léon Fleischer, décédé il y a quelques années. Alors lui c'était un problème de santé, enfin, psychologique aussi, qui faisait qu'il ne pouvait plus jouer avec la main droite durant des années. Vous avez pu en discuter avec lui, ou alors c'était un sujet trop sensible? Alors je l'ai rencontré très peu de fois, mais c'est vrai que c'était tout à fait impossible de lui parler de ça. C'était trop douloureux. Il ne voulait pas du tout en entendre parler. Donc, pourtant, il avait aussi exploré une partie du répertoire pour la main gauche, quand il ne pouvait pas faire autrement. Ouais, mais voilà, ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai commencé l'enregistrement des œuvres pour la main gauche, c'est que lui, il avait fait, mais à contre-cœur un peu. Et c'est ce que j'ai voulu compenser, c'est-à-dire j'ai voulu donner un éclerage ensoleillé à ses œuvres pour la main gauche qui... Mais ça ne résulte pas d'une contrainte, c'est un choix. J'ai voulu mettre en valeur leur qualité musicale et non pas dire que je jouais ça parce que je ne pouvais pas faire un jeu à deux mains. En tout cas, Maxime Zecchini, grâce à vous, on retrouve des chefs-d'œuvre comme le Britten, le Ravel ou le Prokofiev, et on découvre maintes chefs-d'œuvre. On les a évoqués tout au long de cet entretien. Donc, je rappelle cette anthologie d'œuvres pour la main gauche. Vous êtes au piano, Maxime Zecchini, pour le label Ad Vitam, un coffret qui vient de paraître, qui réunit ces 10 disques avec un disque qui était inédit, donc Franz Schmidt, où vous êtes en si belle compagnie. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre accueil. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Maxime Zecchini, je vous propose de l'écouter interpréter 2 œuvres. D'une part, le premier mouvement du quintet pour clarinette, piano, main gauche, violon alto et violoncelle de Franz Schmidt. Il est aux côtés du clarinettiste Patrick Messina et de membres du quatuor Ellipse. Nous l'écouterons également interpréter une œuvre de Félix Blumenfeld, une étude pour la main gauche. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres et bonne fin de soirée sur RCJ.